Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle chronique de Graines de conscience, je voudrais vous parler d'un phénomène qui me semble grandir de jour en jour, le panurgisme. Pour développer nos capacités de discernement, notre compassion, notre humanité, notre intégrité, notre authenticité et comprendre que nous ne sommes pas le fruit des institutions mais bien le fruit de nos actions, nous devons adopter un modèle de fonctionnement, ou si vous préférez, atteindre un stade de maturité qui n'a bien entendu rien à voir avec l'intelligence. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un phénomène qui se fait de plus en plus significatif dans les pays dits développés. On l'appelle le panurgisme, en référence au chapitre 7 du roman de Rabelais, Le Quart-Livre, qui y décrit la vengeance de Panurge. En quelques mots, Panurge voulait acheter un mouton à un négociant, qui refusa tout d'abord de lui en vendre, et se moqua longuement de lui. Panurge finit enfin par réussir à acquérir un de ses moutons. Et pour se venger du vendeur, il jeta le mouton dans la mer. Tous les autres moutons suivirent le premier. Le négociant, tentant de retenir le dernier mouton, fut emporté et se noya tout comme ses bêtes. En 1956, le célèbre psychologue Salomon Asch réalise une expérience auprès de plusieurs groupes d'étudiants. Il leur demande « Regardez l'image ci-contre. Elle représente une ligne sur la partie gauche et sur la partie droite, 3 lignes notées A, B et C. Votre mission, si vous l'acceptez, est d'identifier la ligne de gauche parmi celles de droite. » En réalité, dans chaque groupe, H avait 9 complices sur les 10 participants et le cobaye répondait toujours en dernier. Les complices de H donnaient unanimement la même fausse réponse et désignaient ainsi la ligne la plus grande. Dans 75% des cas, le cobaye testé se laisse influencer, suit l'avis du groupe et donne clairement une fausse réponse. C'est cela qu'on appelle le conformisme. C'est le pouvoir du groupe sur la vérité. Le conformiste est celui qui respecte les normes, qui respecte les règles, les usages et les traditions. Puis, Salomon Asch décida d'aller plus loin. Il révèle la supercherie au cobaye. Eh bien, même dans cette évidence, 60% des cobayes restent sur leur positionnement. Ils ne changent pas d'avis, même en présence de preuves. C'est cela que l'on appelle le panurgisme, être droit dans ses bottes, malgré l'évidence. En fait, il y a un certain confort à tenir cette posture. Les individus se fondent dans le moule, évitent de remettre en question leurs habitudes et leurs principes. Ainsi, ils sont parfaitement insérés dans un système qui, malheureusement, les transforme la plupart du temps en consommateurs dociles. Dans le pays imaginaire dont je parlais dans la vidéo précédente sur la manipulation, les habitants atteints de panurgisme vont trouver normal que des mesures de mise en quarantaine soient imposées et que leur liberté soit bafouée au nom d'une mesure sanitaire particulièrement mal orchestrée. Un média dominant a même publié un article qui stipule que 72% des appels à destination des commissariats concernent des dénonciations sur le comportement des voisins, alors que même le gouvernement n'en avait pas espéré autant. Dans ce pays imaginaire, où tout est possible, les surprises sont légion. Il a même été demandé à la population de s'autoriser à sortir en signant un document. Juste hallucinant. Je pense que même Salomon Asch, qui est mort en 1996, n'aurait jamais imaginé une chose pareille.
Bien entendu, ces exemples de panurgisme aigu ne peuvent arriver chez nous. Ouf! Ce n'était qu'un vilain cauchemar. Mais comment les habitants de ce pays peuvent-ils sortir de ce fonctionnement, ou plutôt de ce dysfonctionnement? La grande difficulté qu'ils vont rencontrer est d'accepter l'idée qu'ils se sont trompés et qu'ils ont été manipulés pendant des années, voire pendant des générations. Ça nécessite un véritable travail personnel, un engagement, une prise de conscience, une introspection, une grande ouverture d'esprit et un vrai courage pour voir la réalité en face et sortir de la politique de l'autruche pour enfin se réveiller. Mais qui est à l'origine de tout cela? C'est nous, seulement nous, avec la complicité de notre ego, enfin de notre mental. Notre ego est cette partie de nous qui est nourrie de nos éducations, de nos peurs, cette partie de nous qui veut toujours avoir raison et qui ne veut surtout pas que quelque chose change. Le leitmotiv de l'ego est « j'ai raison, je ne change pas ». Nous pouvons d'ailleurs faire une analogie intéressante avec le mensonge. Quelqu'un qui ment peut faire machine arrière seulement au début. Mais plus il avance dans le mensonge, plus il se retrouve coincé dans son histoire. Eh bien, c'est absolument pareil pour le panurgisme. Si je défends tel un gardien de temple, une posture, un système, une croyance, je continue généralement le processus par loyauté inconsciente aux différentes personnes et institutions qui m'ont construite, mais également par peur d'être jugé, d'être humilié, d'être abandonné, peur de déplaire, peur du regard des autres, peur d'être remarqué, etc. En d'autres termes, par peur d'exister pleinement et d'exprimer qui je suis vraiment. Deux excellents films illustrent ce phénomène de non-retour, Match Point et le talentueux Monsieur Ripley. Vous pouvez également regarder la vidéo de Valérie Bugeaud, docteur en droit et avocate fiscaliste, qui explique également ce phénomène. Vous trouverez le lien sous cette vidéo. De toute façon, nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Et à chaque fois que nous présentons une idée différente, à chaque fois que nous remettons en cause un système établi, nous assistons systématiquement de la part de la majorité des gens à une réaction qui se structure en plusieurs étapes. Première étape, nous sommes d'abord ridiculisés. Deuxième étape, nos propositions, nos idées nouvelles sont également ridiculisées et combattues farouchement, même si elles sont vérifiées et sourcées. Troisième étape, nos idées sont considérées comme dangereuses. En effet, elles sont dangereuses, mais seulement pour le système en place. Quatrième étape, elles sont enfin acceptées progressivement par tous comme une évidence. Eh bien oui, c'est possible. Vous allez voir comment. Mais laissez-moi d'abord vous parler d'une expérience. En 1952, une espèce de singe, le macaque japonais, est observé à l'état sauvage pendant plusieurs années sur l'île de Koshima, au Japon. Des scientifiques nourrissent les singes avec des patates douces en les jetant sur le sable. Les singes aiment le goût des patates douces, mais les patates douces mélangées avec du sable, c'est vraiment pas très bon. Mais cependant, les singes décidèrent de continuer comme ça. Jusqu'au jour où une jeune femelle de 18 mois prend une patate douce et la rince dans le ruisseau d'à côté avant de la manger. Elle trouve incontestablement cela meilleur. Et elle enseigne cette façon de faire à ses congénères. Petit à petit, tous les jeunes macaques
dont ceux qui naissent, commencent à adopter ce nouveau comportement pendant que les macaques adultes, plus âgés, regardent la scène sans changer leurs habitudes. Au fil du temps, les scientifiques observent que de plus en plus de macaques parmi les jeunes adoptent cette méthode qui est plus adaptée et rend la patate plus douce. Dans cette histoire, admettons qu'il y ait 99 singes qui ont pris l'habitude de laver les patates douces. Et, ce jour-là, un 100e singe adopte ce nouveau comportement. À leur grande surprise, les scientifiques constatent qu'instantanément, à partir de ce jour-là, tous les singes de l'île adoptent simultanément ce nouveau comportement qu'une partie des singes avait négligé pendant plusieurs années. Cela signifie qu'à partir du moment où l'on atteint une certaine masse critique, tout peut changer. C'est bien sûr une histoire symbolique. Il n'y en avait peut-être que 34, et c'est au 35e que tout a basculé. En tout cas, ce que les scientifiques ont observé, c'est que, instantanément, à partir du moment où un nouveau singe adopte un nouveau comportement, tous les singes de la communauté adoptent le même comportement. Et cela sans aucune résistance, sans aucune violence. Le plus incroyable, c'est que les scientifiques ont observé que des macaques qui se trouvaient sur d'autres îles et qui n'avaient jamais été en contact avec les singes de l'île de Koshima ont adopté simultanément le même comportement vis-à-vis de la façon de consommer des patates douces. C'est comme si il y avait une transmission invisible d'un comportement à tous les singes de toutes les îles de l'archipel du Japon. Ce qui a donné lieu à cette fameuse expérience du 100e singe décrite dans le livre de Ken Case. C'est ce que l'on appelle la masse critique, ou bien encore le seuil critique. Personnellement, je préfère l'appeler le seuil de basculement. Nous ne connaissons pas le nombre de personnes nécessaires pour provoquer un changement. Mais ce que l'on a découvert, c'est que même un petit nombre de personnes, 3, 4, 5%, peut-être, peuvent faire basculer un dispositif, peuvent faire changer un système. C'est la minorité déterminée et focalisée sur un objectif qui provoque le changement. Alors, si nous voulons changer les choses, les événements, les situations, faisons-nous confiance. Soyons déterminés. Développons une conscience élargie et affûtée. Redevenons authentiques. Soyons congruents, alignés avec nous-mêmes et avec nos convictions. Faisons confiance à nos ressentis. Si vous avez des idées nouvelles, exprimez-les progressivement, avec douceur, sans forcer. Souvenez-vous que tout ce que l'on combat frontalement se renforce. Tout ce que l'on combat frontalement se renforce. De plus, les personnes atteintes de conformisme, ou pire encore de panurgisme, souffrent énormément à la perspective d'un éventuel changement. Pour rappel, la peur du changement est la plus grande peur inconsciente pour la plupart des êtres humains, après bien entendu celle de la mort. Soyons compréhensifs, soyons conciliants et avançons à petits pas avec détermination pour offrir à nous-mêmes, à nos enfants, à nos petits-enfants, un autre monde où la priorité sera le développement de notre humanité. Redevenons enfin auteurs de notre vie. En guise de conclusion, je vous propose de méditer sur cette citation du philosophe indien Krishnamurti. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un,
N'hésitez pas, diffusez-la, partagez-la. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à la chaîne YouTube Les Chroniques de Graines de Conscience. Au plaisir de vous retrouver prochainement et encore merci à vous pour votre attention.